Bien, alors 15 minutes, c'est le format que j'aime pas en fait. Donc j'ai fait la version dure avec un texte suivi. D'habitude, je fais jamais ça. D'habitude, je parle sans notes. Mais là, j'avais envie de le faire en bon élève. Alors, je suis parti de la question initiale. Par contre, il faut que je me mette aussi ici. Voilà, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, donc je suis parti de la question initiale qui était posée. Donc, comment la biodiversité peut sauver l'économie et vice-versa. Et pour ça, je pose d'abord une évidence, c'est que la biodiversité est le socle sous-tend l'économie, que l'économie est inclue et est dépendante de la biodiversité, qu'on le veuille ou non. Ça a été déjà posé par Emmanuel tout à l'heure. Mais en fait, se rappeler que l'économie, c'est donc uniquement la partie valorisée en monnaie, donc ce n'est pas la seule partie, des activités d'échange de notre espèce humaine n'étant qu'une espèce sur les 2 millions décrites au sein de la maison Terre. Car nous nous en souviendrons jamais assez, la racine commune entre les mots économie et écologie, c'est oikos pour la maison. L'économie comme l'écologie, ce sont les échanges dans la maison. Mais du coup, il nous faut comprendre notre économie à nous comme enchâssée dans celle de la Terre tout entière, donc en quelque sorte une sous-économie, et je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant. Donc, si je reprends la question, cela devient comment la biodiversité peut-elle sauver la sous-économie humaine ? D'abord, je retire le peut sauver, vu qu'en fait, la biodiversité sauve la sous-économie humaine tous les jours, depuis que notre espèce est apparue. Arrivons maintenant au comment. Alors, la biodiversité porte la sous-économie à bout de bras, d'abord en reconstituant au mieux les ressources que nous prélevons en amont. Ressources vivantes, mais aussi des ressources minérales préconcentrées par des micro-organismes. Emmanuel les a évoqués tout à l'heure aussi, comme le calcaire, le fer ou les combustibles fossiles, mais aussi en digérant au mieux, toujours au mieux, les déchets que nous excrétons, notamment grâce à nos ancêtres à tous, que sont les bactéries. Sans oublier un tout petit détail, c'est que si les plantes, les algues et les cyanobactéries productrices de notre oxygène quotidien prenaient des vacances, nous, les acteurs principaux de la sous-économie humaine, nous aurions un léger problème. Alors, affinons encore la question. Quand nous parlons de sauver la sous-économie humaine, de quelle sous-économie parlons-nous ? Est-ce de celle qui a permis à notre espèce de vivre pendant l'essentiel de son histoire, c'est-à-dire à peu près 500 000 ans, ou bien est-ce celle d'aujourd'hui uniquement, la sous-économie thermo-industrielle, droguée au pétrole depuis à peine un siècle, avec un apport correspondant au travail de 450 esclaves énergétiques, comme le dit Jean-Marc Jancovici, par occidental. Laissons cette question ouverte et revenons maintenant sur le comment. Alors la bonne nouvelle, et là vous allez voir les convergences avec notre premier ingénieur agronome, c'est que le comment commence à être connu. Cela s'appelle, par exemple, les principes du vivant. J'en profite parce que j'avais des pages à recycler, donc ça, je veux bien que ça passe avec une par table sur les principes du vivant. Donc ça s'appelle les principes du vivant, à savoir les principes de l'économie des habitants de la Terre dans son ensemble. Ce sont des principes pratiqués et perfectionnés par 3,8 milliards d'années d'évolution et décodés depuis quelques décades seulement par les écologues et autres biomiméticiens, mais compris par les peuples premiers depuis bien longtemps. Alors je vous propose de partir d'une version simplifiée qui date déjà de 1997, du bouquin de Janine Benius, sachant que d'autres plus complexes et détaillés ont été élaborés depuis. Cette liste des principes qui régissent le fonctionnement des forêts ou des récifs coralliens, bref, ceux qui assurent la durabilité et l'adaptabilité de l'économie terrestre. Avec une mise en garde, c'est que pour voir si notre économie tient la route à l'aune de ces principes, il faut d'abord se rappeler qu'il faut les utiliser de façon complète, en système interconnecté, interdépendant, et surtout pas les appliquer séparément. Alors je vous passe cette liste, qui est en même temps celle que vous avez devant les yeux. Donc les organismes vivants ne surexploitent pas leurs ressources, évitent les toxiques persistants, utilisent les déchets comme matériaux, s'approvisionnent localement, utilisent l'énergie avec efficacité, récoltent en permanence des informations et s'y ajustent, optimisent plutôt que maximisent, s'appuient sur la coopération et la diversité, rebondissent après les chocs. Vous voyez qu'il y a pas mal de convergences et c'est heureux avec les principes également que Isabelle nous a partagés tout à l'heure. Alors, est-ce que ces principes peuvent sauver la sous-économie humaine
thermo-industriel à 450 esclaves énergétiques par personne, franchement, nous sentons bien que cela ne va pas être évident du tout. Surtout qu'il faut y parvenir sans les combustibles fossiles, puisque, nous avons collectivement décidé d'en sortir pour ne pas davantage déséquilibrer le climat, merci la COP, et que de toute façon, à 5 ou 6 générations d'ici, nous aurions achevé le pillage de ces ressources. Vous voyez que je ne m'avance pas trop sur les dates. Par ailleurs, est-ce qu'une sous-économie humaine sevrée de fossiles, c'est simple? Cela voudra dire en tout cas se passer de tout ce qui en dépend aujourd'hui, et donc de remettre par exemple, et pas seulement, mais par exemple en question tous les modes de fabrication de nos objets quotidiens. Cela va du ciment aux médicaments, en passant par les panneaux photovoltaïques. Oui, il faut des combustibles fossiles pour les construire ou les recycler, les smartphones ou les voitures électriques. Mais cela doit aussi commencer bien sûr par l'agriculture, heureusement un des rares secteurs où cette vision s'annonce, notamment à travers la permaculture. Alors c'est là que ressurgit toute l'utilité de ces principes du vivant, et je vais maintenant reprendre notre sélection, en commençant par ne pas surexploiter ces ressources, avec une image assez parlante. Du côté des ressources renouvelables, ne pas les utiliser plus vite qu'elles ne se reconstituent, comme ça nous a été dit pour les forestiers. Cela concerne les sols, l'eau potable ou la biodiversité, et nous savons ce qu'il en est aujourd'hui avec la notion du jour de dépassement. Cette année, c'était le 8 août à l'échelle de la planète, et c'était en avril si le calcul avait été fait en prenant en compte la consommation des Européens. En ce qui concerne les non renouvelables comme les métaux, nous savons aussi que nous puisons dans des gisements toujours moins riches et donc toujours plus chers en énergie fossile. Il faudra en plus le faire en évitant les toxiques persistants, ce qui dans les meilleurs des cas a un coût énergétique et climatique important. Je ne m'appesantis pas là-dessus, juste quelques exemples de ces substances normalement interdites par le vivant. La recette du vivant, précisément, étant ici d'employer uniquement quelques éléments abondants, facilement recombinables et bon marché en termes d'énergie, alors qu'avec notre frénésie de Mendeleïev, réutiliser à 100% les déchets de ces éléments incompatibles avec le vivant comme matériaux est à nouveau impossible sans alourdir massivement notre facture énergétique, comme faire ce qu'en dit Philippe Biwix dans L'âge des low-tech, un bouquin que je vous recommande énergiquement. Alors toujours pour dégringoler dans la gabégie de nos 450 esclaves énergétiques, il nous faut nous approvisionner le plus localement possible, mais également apprendre à utiliser l'énergie avec efficacité, ce qui veut dire par exemple de ne plus synthétiser nos matériaux à plusieurs centaines de degrés quand le vivant le fait à température ambiante, et le tout en restant branché sur des renouvelables qui sont vraiment indépendants des fossiles, ce qui n'est le cas d'aucun à l'heure actuelle. Alors, point suivant, récolter en permanence des informations et s'y ajuster, c'est exactement ce que nous ne faisons pas à l'échelle de l'humanité. Pour mémoire, nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60% depuis le diagnostic scientifique qui a lancé le protocole de Kyoto. Ensuite, la question de l'optimisation versus la maximisation. Les organismes qui optimisent, c'est ceux-là que l'évolution a conservé. Notre sous-économie humaine thermo-industrielle fait exactement le contraire, en recentrant tout sur la maximisation pointue des performances, mais aussi sur celle des profits versés aux actionnaires. Un article récent a signalé que les 100 plus grandes entreprises du monde cette année ont encore augmenté de 5% ses revenus, sans pétrole, point d'interrogation. Je vous laisse deviner. Le résultat de la non prise en compte de ces principes du vivant par les sous-économistes humains, c'est ce tableau infernal des exponentielles décrivant notre monde, des exponentielles qui se renforcent les unes les autres. Et ça va depuis les chiffres de CO2, la démographie, les McDonald's, les téléphones portables, les engrais, etc. Et puisque nous ne prenons pas cette sortie du fossile à bras-le-corps, c'est-à-dire en focalisant toutes les énergies et l'intelligence collective de nos sociétés sur cette mission, plus dure sera la chute, comme l'a prédit un certain nombre de personnes qui analysent ça finement. Ce qui nous amène, plus ou moins brutalement, et là je vous demande de vous accrocher au schéma, à une phase que connaissent tous les systèmes vivants en évolution permanente, d'après la théorie de la résilience, à savoir une phase de destruction créatrice. Elle-même prélude de la phase suivante, celle de la réorganisation. C'est cela, rebondir après les chocs, c'est cela la résilience. Une réorganisation qui ne pourra nous ramener dans la boucle de la sous-économie humaine thermo-industrielle, mais qui au contraire devra déboucher sur une autre sous-économie humaine, enfin compatible avec la biosphère et la biodiversité. Ouh que c'est froid tout ça!
Que nous reste-t-il en boutique pour réchauffer le tableau? La coopération et la diversité, déjà citées, qui sont deux des stratégies majeures du vivant pour faire face aux pénuries et vivre les symbioses. Chez les humains, comme dans les communautés végétales, la pénurie pousse à la collaboration. Il nous faudra réapprendre l'entraide et sortir au maximum de la compétition, ce luxe de l'abondance qui génère surtout tension et perte d'énergie pour tous. Réapprendre l'entraide entre nous les humains, et pour une fois cela tombe bien, c'est exactement le virage culturel que nous sommes en train de prendre collectivement dans le sillage précisément de l'intelligence collective. Mais il nous faudra aussi réactiver l'entraide avec toutes les autres espèces, les 2 millions d'autres, autrement plus puissantes que nous pour réparer les dégâts de notre sous-économie thermo-industrielle, à commencer par les arbres, juste un exemple, responsables de tant de fonctions écosystémiques. Ce qui nous ramène à la question de départ, non, la biodiversité ne peut rien faire pour sauver la sous-économie humaine thermo-industrielle. Mais par contre, oui, elle peut nous offrir à la fois les ressources et surtout les principes pour inventer la sous-économie suivante, bio-inspirée et régénératrice. Pour y parvenir, il nous faudra aussi réactiver des capacités que nous avons tous en nous, celle de nous émerveiller devant le vivant et de nous sentir membres d'une seule famille. Cette famille qu'a fondée Mama Bacteria il y a bien longtemps, il y a 3,8 milliards d'années. C'est fort de ces capacités qu'à partir des îlots de résilience préparés par quelques pionniers, nous pourrons réorganiser cette nouvelle sous-économie post-pétrole, symbiotique, bio-inspirée et régénératrice, qui à son tour pourra ralentir puis arrêter l'impact négatif de la précédente sur la biodiversité et éviter d'offrir aux enfants du futur, à 3 générations d'ici, un monde sans baleines, sans tigres, sans girafes, sans crapauds dorés et sans baobab. Quant à la sauver, par contre, pas d'inquiétude, la biodiversité a la peau bien plus dure que la sous-économie thermo-industrielle, plus dure que l'espèce humaine, et elle y parviendra sans nous comme elle l'a toujours fait. Et je voulais terminer avec un extrait d'Henri Gougaud. Je connais des gens qui prennent la vie en horreur sous l'étrange prétexte que le monde leur déplaît, comme si le monde et la vie étaient sortis jumeaux du même ventre. Le monde n'est qu'un lieu où la vie s'aventure, il est rarement accueillant, il est même parfois abominable. Mais la vie, l'enfant qui apprend à marcher, c'est elle qui le tient debout. La femme qui apprend les gestes de l'amour, c'est elle qui l'inspire. Et le vieillard qui flaire devant lui les brumes de l'inconnaissable, affamée d'apprendre encore, c'est elle qui tient ses yeux ouverts. Elle est dans la force de nos muscles, dans nos élans du cœur, nos poussées de sève, notre désir d'être et de créer, sans souci de l'impossible. Impossible est impossible, voilà ce que dit la vie. Avez-vous déjà vu une touffe d'herbe verte s'étonner de sortir d'une fente dans le bitume? Voilà, je vous remercie.